Comme au théâtre. Bonsoir à tous. Je m'appelle Rodolphe Rhin. J'ai l'honneur de diriger cette belle institution qu'est l'hôpital de la Tour. Et je suis très très heureux de vous accueillir si nombreux pour cette conférence sur la course à pied et la santé par le mouvement. On a la chance aujourd'hui d'avoir une sommité du domaine avec Blaise Dubois. C'est un sujet qui me tient très à cœur aussi personnellement parce que j'aime beaucoup la course à pied. Et c'est vrai qu'avant de reprendre la direction de la Tour fin 2018, je voyageais beaucoup pour le travail et j'avais toujours mes baskets avec moi dans mon sac et ça m'a permis de découvrir toutes les villes de la Scandinavie et tout en restant en forme. Donc j'ai toujours trouvé ça fantastique. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Alors peut-être un ou deux mots sur l'hôpital de la Tour pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien. Alors l'hôpital de la Tour, c'est la plus grande institution privée de santé de la Suisse romande. Et puis, on a un focus stratégique très fort sur le mouvement, qui se traduit par une équipe d'abord fantastique, parce que dans la médecine, dans la santé, souvent dans tout ce qu'on fait, souvent c'est l'équipe l'important. On a une équipe fantastique et on a aussi une très belle infrastructure qui a été inaugurée en 2018 dans un nouveau bâtiment flambant neuf où on a voulu créer une unité de lieu entre tous ces spécialistes pour les regrouper, donc la médecine du sport, la physiothérapie, l'orthopédie, la radiologie ostéo-articulaire, tout le monde dans le même bâtiment pour créer cette unité de lieu et ce travail en équipe autour du patient. Parce que le travail d'équipe, l'équipe, on comprend quand on fait du sport, mais l'équipe, c'est aussi bien pour les patients et assurer les meilleurs résultats médicaux possibles. Et ça a été la vision aussi dans l'inauguration de ce bâtiment. Alors souvent, on dit que les hôpitaux et les prestataires de soins ne font pas suffisamment dans la prévention. C'est assez vrai en général. Mais on est assez fiers à la Tour justement d'avoir cet engagement qui est porté par l'équipe, en particulier de la physiothérapie, de la médecine du sport, justement pour promouvoir la santé par le mouvement. On fait d'autres actions dans le domaine de la prévention, dans le cardiovasculaire par exemple, mais la santé par le mouvement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas seulement de la théorie, mais qui est vraiment vécu aussi par l'équipe. Et je crois que c'est en termes de mission aussi pour une institution de soins et de motivation pour tous les collaborateurs. On a plus de 1000 collaborateurs à la Tour. Et c'est souvent un aspect de motivation que j'entends être très important pour toutes les personnes qui y travaillent. Voilà sur la Tour. Alors, ce midi, j'ai eu l'occasion de discuter quelques minutes avec Blaise. Et j'ai appris que le minimalisme et le maximalisme n'étaient pas que des concepts dans le domaine de l'art, mais que ça s'appliquait aussi dans le domaine des chaussures de course à pied, puisqu'il y a les chaussures minimalistes et les chaussures maximalistes, comme je l'ai appris. Et en plus, quand c'est expliqué avec un accent un peu québécois, c'est juste fantastique. Donc, je vous laisserai découvrir le message de Blaise tout à l'heure. Voilà, encore une fois, je suis ravi de vous voir si nombreux. On m'a dit que le facteur limitant des inscriptions avait été la place et qu'on avait dû fermer les inscriptions à un moment parce qu'on avait plus de 300 inscriptions. Et donc, c'est dire si cette conférence a suscité de l'intérêt. Encore une fois, merci. On est vraiment ravis de vous avoir là ce soir. Voilà, bonne soirée. Et je vais passer la parole à Dr Gojanovic. Boris, si tu veux bien. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Rodolphe. Je prends le relais. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, le but c'est d'être interactif aussi un petit peu aujourd'hui. Donc, vous avez ici un Slido, outil d'interaction. Vous pouvez scanner avec votre téléphone portable code QR et puis vous enregistrer ou bien aller sur slido.com et mettre la tour comme mot de passe. Qui c'est qui connaît déjà ce petit jeu? Non, personne. Alors, vous pouvez scanner tranquillement et puis connectez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Manifestement, il y a déjà des gens qui l'ont fait, qui connaissent, qui ont déjà mis des questions dessus. Et puis on sait que dans ce genre d'événement, le but c'est de vous entendre vous, d'avoir vos questions, d'avoir vraiment vos préoccupations. Et puis parfois, il y a un peu beaucoup de monde, on est un peu timide, on n'ose pas lever la main, ou bien on ne nous voit pas, et puis finalement on baisse le bras. Là, on verra vos questions. Alors c'est moi qui vais les voir, je les filtrerai, on choisira un petit peu. Et puis on verra, vu qu'il y en aura 500 à la fin, je pense qu'on ne pourra pas toutes les prendre, mais on va essayer de faire notre possible pour aller un petit peu
au devant des questions et des interrogations que vous avez. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà peut-être pas mal de personnes qui ont réussi à se loguer. Et puis, je vais commencer par vous poser quelques questions à vous. Ça nous permettra de poser un petit peu le cadre de ce soir, notamment de savoir qui vous êtes. C'est toujours intéressant pour les gens qui sont ici, qui s'expriment, de savoir un petit peu qui est en face. Alors, il y a des têtes connues, il y a des gens qu'on connaît ici, bien sûr, mais il y a plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et puis, la première question, évidemment, que Rodolphe tu l'as déjà répondu, cette question. Je pratique de la course à pied, jamais, 3-4 fois par mois peut-être, hein, ouais, quand j'arrive. 1-2 fois par semaine, je fais assez régulièrement. 3-4 fois par semaine, je suis un peu sérieux, je prépare le semi-marathon. Ou 5 fois par semaine ou plus, je cherche à faire 3 heures au marathon. Donc, on voit les petits chiffres en haut, il y a déjà 78 personnes qui ont répondu, c'est bien, merci. On imagine déjà un petit peu ce qui va sortir, qu'on aura peut-être quand même pas mal de coureurs dans l'auditoire. 112 personnes, ça me paraît déjà pas mal. 114, ok, on va se faire une idée. Ouais, ça accélère à fond là. Alors, tadadam, voyons ce que ça donne. Paf! 3-4 fois par semaine, une majorité. Il y a quand même 12% qui font jamais de la course à pied. Et puis, il y a quand même un 12 ou combien 13% qui font 5 fois par semaine ou plus de la course à pied. Donc voilà, on a un bon mix en fait. On a un bon mix. Il y a quand même des gens qui pratiquent assez régulièrement la course à pied. OK. Next. J'ai une activité professionnelle en lien avec la course. Comme thérapeute, comme entraîneur, comme expert ou vendeur de matériel par exemple. Je vends des chaussures de course à pied. Ou pas du tout. Pas du tout, j'ai rien à voir avec la course à pied. Ouais, non, alors, ouais, médecin du sport qui s'occupe de coureurs éventuellement, on va dire, mais ouais. Voilà, ok. Donc on a quand même 60% de thérapeutes, hein, voilà, on s'attendait. Ça, c'est toutes les têtes qu'on reconnaît dans la salle. Mais on a 40% qui ne sont pas en lien, donc on a quand même pas mal de personnes dans la salle qui sont a priori pas des connaisseurs techniquement dans le domaine professionnel de la course à pied. Intéressant. J'ai déjà fait un cours de la clinique du coureur. Ouais, Blaise, fallait que je demande quand même pour voir un peu. Un cours, plusieurs cours, t'as pas le droit de répondre, Blaise. Hein. Jamais. Très important, les biais. Hein, les biais, ça, on va en parler, je pense qu'on va apporter ça un petit peu. Mais d'où on vient quand on présente quelque chose, quand on parle d'un sujet, quels sont les biais qu'on amène avec soi, évidemment. Et puis, ici, on voit qu'on a un auditoire qui n'est pas vraiment biaisé, en tout cas par les connaissances qui auraient pu être acquises sur les cours de la clinique du coureur. 76%, jamais. Moi, ça me dit qu'il y a du business à faire. C'est exactement ce que j'allais dire, Blaise. Je vois en toi l'opportunité et le verre à 3/4 rempli, qu'on peut encore remplir un petit peu. Comment au mieux quantifier la charge en course à pied ? Le kilométrage par semaine, le Session RPE, cher à Carl Foster, multiplier les minutes par l'effort perçu. Le kilométrage plus une forme de pondération pour la vitesse de course à pied. Ou bien il suffit de monitorer la fatigue subjective. Ouais, comment ça va ? Ça va, on y va. Ça va pas ? Non, on se repose. Ou autres solutions, selon vous, sont importantes. Voilà. 107, 110, c'est magnifique. Hein, ça marche à chaque fois. Moi, j'adore ça. Bravo en tout cas. Merci de participer. C'est vraiment excellent. Alors, le Session RPE, le Borg multiplié par les minutes de course à pied. Ah non, le téléphone, je ne peux pas répondre maintenant. Désolé. Voilà. Le kilométrage plus une pondération pour la vitesse. Tiens, intéressant, 17%. Qu'est-ce que pose ça ? Je sais pas. Tu utilises ça, Blaise, toi ? Non, mais moi, je suis complètement out. J'ai répondu celui que personne ne répond. Ah, quand même 9%, hein ? Tu n'es pas tout seul, alors ? Non, moi, il y en a un autre en dessous qui n'est même pas affiché. Ah, c'est juste. Il suffit de montrer Autre solution, 9%, je ne sais pas, 17%. Il suffit de monitorer la fatigue subjective, 6% ont répondu. Ok, la course à pied est mauvaise pour les genoux.
Personne ne sait. Tadam. Moi, j'ai arrêté de courir. Mon docteur, il m'a dit qu'il fallait plus que je cours. C'est dangereux pour les genoux. Stop! Ne courez plus! Vos genoux vont en souffrir. Donc, je ne sais pas vraiment. Ça, c'est les 5 mots, les 4 mots les plus durs à dire, surtout en période de Covid, c'était les 4 mots les plus durs à dire pour tous les experts de la planète. Les 4 premiers mots de cette phrase-là, je ne sais pas. Puis j'ai mis vraiment, comme ça vous exonère un petit peu, parce que peut-être vous savez quand même un petit peu, mais vous êtes honnête à dire que peut-être je ne sais pas complètement. Non, si on court 2-3 fois par semaine, c'est quand même un avis qui est bien présent dans un quart de la salle, seulement si de l'arthrose nette est présente. Absolument, il y a très très peu de personnes qui pensent que c'est absolument pas bien de courir ou que c'est seulement après 40 ans qu'il faudrait éventuellement ne pas courir. Je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne l'ai pas. Mais Blaise l'aura certainement. Les avancées technologiques sans S, c'est important, de la chaussure running sont responsables des performances des 4 dernières années. Pas du tout. Ouais, peut-être un peu, 10-30% de la performance est due à ça. 30 à 50%, ouais, pour plus de 50%, c'est clair, c'est tricher. Tricher. Je ne sais pas. Tac. Et vous pensez, c'est un peu en Suisse quand même. Hein. Ouais, peut-être un peu quand même. Peut-être un peu quand même. 30 à 50%, c'est 10% qui pensent ça. Et puis, pour plus de 50%, c'est 8% qui pensent ça. Donc, tous les records qui ont été battus de manière absolument incroyable ces 3 dernières années, qui tenaient depuis quand même très très longtemps, ne sont pas dus à des avancées technologiques de la chaussure, selon vous. Interesting. Les plaques de carbone dans les running augmentent le risque de blessure. Tu prends note, Blaise, hein? Ouais. J'ai bientôt fini. Hein? Ah. Hop, hop. Je sais pas si tu t'attendais à ce que je réponde, mais l'autre d'avant, j'ai répondu, je ne sais pas. Hein? Ouais. J'admire ton honnêteté, Blaise. Je ne pense pas, une large majorité pense, je ne pense pas que les plaques de carbone augmentent le risque de blessure. Intéressant. Nous sommes donc à la fin de ce slido de départ. Merci pour votre participation et je passe la parole à François Fourchet, le responsable du secteur réadaptation physiothérapie, ergothérapie de la Tour. J'ai le micro. Bien, bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va? Alors, merci déjà aux organisateurs, merci Rodolphe, merci Sonia Pérez, merci Stanislas Frison qui est derrière la communication de l'hôpital de la Tour. Merci au pôle course à pied de Guillaume Servant qui ont bossé toute la journée. Hein. On a déjà pressé Blaise, il n'est pas très en forme ce soir, c'est parce qu'on l'a pressuré déjà, on a bossé toute la journée ensemble, c'était cool. Et puis voilà, je voulais vous dire qu'on était très heureux d'avoir Blaise ce soir pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est qu'il ne peut pas être complètement mauvais parce qu'il a fait du 800 mètres, comme moi. Donc ça, c'est plutôt un bon point. La deuxième raison, comment? Mais très lentement. Mais très lentement, comme moi. La deuxième raison, c'est qu'il est un peu suisse. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez. Donc il ne peut pas être complètement mauvais, il est un peu suisse, Blaise, il vous racontera ça. Et puis, je dois vous avouer que j'ai quand même un petit biais, un petit conflit d'intérêts. Vous savez, au début des conférences, on déclare ses conflits d'intérêts. Ben, moi, j'aime bien Blaise Dubois. Voilà, c'est mon biais, c'est mon conflit d'intérêts. J'aime bien Blaise Dubois. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que des gens comme moi ne pourraient pas parler de course à pied actuellement comme on le fait depuis des années, s'il n'y avait pas eu, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, un agitateur, un game changer, comme on dit, quelqu'un qui fait bouger les lignes, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre à un moment un petit peu dedans et qui dit « Attendez, il faut poser le problème différemment, il faut essayer de se poser les bonnes questions, il ne faut pas écouter que l'industrie de la chaussure, etc. » Donc merci Blaise pour avoir permis un petit peu de libérer les énergies sur la course à pied. On est très très heureux de t'avoir aujourd'hui et je te cède la place. Cool.
Bonjour tout le monde. Alors, ça marche, ça marche. Alors oui, comme François a dit, je suis originaire de la Suisse, immigré à l'âge de 10 ans au Québec, au Lac-Saint-Jean, qui est le nord du Québec. Il fait fret là-bas. Et puis, en 98, en fait, depuis tout jeune, je cours, j'adore la course à pied. Et je suis devenu physio parce que je me suis toujours blessé dans ma vie. J'avais une biologie fragile, on pourrait dire. Et ça m'a amené vers la faculté de médecine de l'Université Laval et j'ai gradué en 98. Et puis, voilà. Depuis, je suis devenu physiothérapeute, travaille dans les cliniques de physiothérapie PCN à Québec. On a 14 cabinets avec, à faire du sportif, donc ça ressemble un peu à la tour dans la structure. On n'est pas aussi bien organisé que vous quand même. C'est quand même exceptionnel ce que j'ai vu aujourd'hui, hein, vraiment particulier. Et puis, en 2008, j'ai fondé la Clinique du coureur qui, en fin de compte, j'ai commencé à donner des formations, des cours, des conférences et on a décidé de mettre tout ça dans une formation de 2 jours, en fin de compte, qui a commencé à voyager à travers le monde. Et puis, maintenant, on enseigne dans 15 pays. On a 63 personnes qui y travaillent. Donc, et on a une veille scientifique de la littérature pour toujours être pleinement à jour sur la littérature scientifique, pour s'assurer de ne pas dire de bêtises. Il n'y a pas très longtemps, on a démarré le coaching du coureur, qui s'adresse davantage aux coureurs qu'aux professionnels de la santé. Donc, on fait des planifications de l'entraînement, on donne des conférences, on fait des webinaires, on fait plein de choses avec ça. Il y a tout un groupe qui est en train de se construire autour de coaching du coureur, qui est le petit frère de la clinique du coureur. Sur les conflits d'intérêts, en fait, mes conflits d'intérêts, c'est que je suis propriétaire de clinique de physiothérapie. Donc, je veux que vous vous blessiez pour venir me voir, mais comme vous êtes en Suisse, ça, c'est pas tant. Et puis, j'enseigne des cours avec la clinique du coureur, mais on a un souci important à la clinique du coureur de n'avoir aucun conflit d'intérêt par rapport au matériel sportif, par rapport aux chaussures, par rapport à l'ensemble des choses qu'on se permet d'explorer, parfois de dénigrer, d'être franc et sincère avec quelque chose qui va souvent clasher avec le marketing des marques sur les chaussures. Et je vais vous faire un petit topo sur les plaques de carbone parce que tout le monde y croit. Hein? C'était quoi le sondage? Tout le monde y croyait, hein? Oui, à peu près. 10-30 %. Il y en a qui ne savent pas, mais ceux qui ne croient que ça ne fonctionne pas, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et on va se permettre d'explorer la littérature scientifique sur le sujet, puis de vous donner un peu les conclusions de tout ça. Et je me permets de le faire parce que moi, que je vende des plaques de carbone ou que je n'en vende pas, ça ne change rien à mon business. Que je parle de minimalisme ou de maximalisme, ça ne change rien au business de la clinique du coureur. En fait, on enseigne les meilleures pratiques médicales sur la prévention des blessures. On enseigne l'aspect diagnostic, l'aspect traitement, et pas juste chez le coureur, au niveau membre inférieur, non traumatique, voilà. Donc, le plan de la journée, en fait, il y a plein d'autres speakers qui viennent après, donc ça va aller quand même assez vite. Mais on va parler de... Ça, c'est des questions que François m'a envoyées pour dire « ça serait des bonnes questions à répondre ». Donc, j'ai dit « parfait, on va répondre aux questions tout simplement ». Et puis, si vous avez d'autres questions, on pourra répondre à la période des questions à la toute fin de différentes choses. On va parler de quantification du stress mécanique. Ceux qui ne sont pas professionnels de la santé, ça se peut que ça ne vous dise rien. Les bonnes pratiques pour commencer la course, qu'est-ce que je fais si je suis blessé, les plaques de carbone, et je me suis mis quelques photos à la fin sur mon expérience kenyenne parce que j'arrive du Kenya il y a 3 semaines, j'ai été là-bas pendant 3 semaines et c'était une expérience extrêmement riche, donc j'ai quelques photos pour vous partager si jamais vous avez des questions sur cette partie-là. Aller au Kenya, c'est quand même cool parce que tu es dans un village Iten où tous les athlètes élites de la planète presque y ont passé. Il y a des athlètes, des Olympiens à la tonne, des gars qui font en dessous de 1h01 sur du semi-marathon. Il y en a plein, autant que tu en veux. Donc, c'est quand même intéressant d'aller faire un petit tour dans ce village. Alors, je commence par vous parler de la quantification du stress mécanique. Donc, quand on parle de quantification du stress mécanique, dans ma pratique, c'est l'outil numéro 1 que j'utilise. Et ça part d'un concept qui est l'adaptation tissulaire. Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent Julius Wolff, qui a été le premier à mentionner que les os s'adaptaient en fonction des stress qui leur étaient appliqués. Et quand on regarde l'anatomie structurelle d'un os, c'est assez impressionnant de voir qu'il n'y a pas juste un cortex en périphérie qui tient tout ça, mais il y a une structure hiérarchique organisationnelle qui fait en sorte que l'os arrive à résister aux forces de compression et aux forces de tension et de cisaillement
qui lui sont appliqués. Et avant qu'un os casse, ça prend beaucoup de force parce que cet os-là est structuré d'une manière très précise pour être solide. Et c'est vrai pour tout. On a même des études maintenant nombreuses, je parle de dizaines d'études scientifiques sur le cartilage, par exemple, des coureurs. Le fait de courir a un aspect protecteur sur l'arthrose et l'évolution de l'arthrose. Si jamais vous avez de l'arthrose, courir va retarder la prothèse totale si vous continuez de courir. Il y a vraiment des données probantes très intéressantes là-dessus et une des meilleures études sur le sujet, c'est Aldenton Jelly qui a fait une revue systématique, 125 000 coureurs et on a regardé en fin de compte à les comparer aux sédentaires, c'était quoi l'incidence des blessures cartilagineuses, donc de l'arthrose. Et en fait de compte, les coureurs ont moins d'arthrose que les non-coureurs. Et les coureurs élites qui ont participé à un championnat du monde, qui sont payés pour courir, qui sont peu nombreux, on va probablement dire, dans la salle, ont une incidence à peu près similaire aux sédentaires. Statistiquement, c'est à peu près la même chose. On est à 13 %, mais c'est non significatif. Donc, clairement, le fait de faire de la course à pied est une bonne manière pour entretenir vos cartilages. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas juste les os et les cartilages qui s'adaptent, le corps entier s'adapte. Tant que vous êtes vivant, vous allez vous adapter aux stresseurs que vous appliquez sur votre corps. Vous stressez un muscle, il va devenir plus tolérant et il va devenir plus résistant. Les tendons, les cartilages, les os, les fascias, l'ensemble du corps humain s'adapte. La raison pour laquelle ça s'adapte, et on a découvert ça à travers les années, c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. En fait, c'est que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Les théories de l'adaptation datent de quand même assez longtemps, mais on a Scott Dye qui a créé l'enveloppe de fonction, qui était en 1996 un des premiers à discuter un petit peu plus de ça pour le coureur. Et puis en 2009, il y a eu un super papier de Karim Khan, l'ancien éditeur de BJSM, qui, en fin de compte, a expliqué un petit peu plus, vulgarisé pour les professionnels de la santé, comment ça se fait que si on tirait sur un tendon, le tendon se solidifiait. Il y a on appelle ça de la mécanothérapie ou de la mécanotransduction. C'est que stresser un tissu de façon mécanique va créer chez ce tissu-là des adaptations tissulaires. Les petites cellules qui fabriquent du collagène vont fabriquer plus de collagène et la structure du tendon va se réorganiser pour que le tendon devienne de plus en plus tolérant. Et c'est comme ça avec tous les tissus. Vous les stressez, ils s'adaptent. Et la question, c'est comment on peut faire comme professionnel de la santé, parce qu'il y a la moitié de la salle, ce sont des professionnels de la santé, pour l'expliquer aux patients. J'ai gradué quand même de façon il y a quelques années et ça fait 25 ans que je pratique. Et puis, en fait, les premières années de ma pratique, en fin de compte, j'ai cherché un peu la manière d'essayer d'expliquer aux patients comment expliquer ce concept-là d'adaptation tissulaire. Donc, comment on peut faire pour l'expliquer de façon compréhensible, avec des mots simples, dans un outil concret, valable pour tous les types de personnes et tous les types de pathologies, parce que le concept est toujours le même, et bien évidemment, à le personnaliser en fonction de l'individu lui-même, de sa pathologie et du stade de sa pathologie. Donc, on a, il y a déjà plusieurs années, créé la quantification du stress mécanique. Donc, la première année, je faisais un petit dessin sur un papier avec mon client, avec mon patient, et je disais, écoute, tu as exagéré, parce que quand on commence à répertorier pourquoi les patients viennent nous voir, 80% des cas, ils ont augmenté un paramètre de l'entraînement dans les dernières semaines. Alors, les coureurs qui sont dans la salle, quand vous vous blessez, la première chose à incriminer, ce n'est pas votre chaussure, ce n'est pas la biomécanique, ce n'est pas votre kiné, ce n'est pas votre physio, ce n'est pas votre médecin du sport, c'est « j'en ai fait trop vite ». Et là, j'expliquais aux patients, il faut que tu ne dépasses pas cette capacité maximale que tu as, et à force d'aller flirter avec, tu vas augmenter ta tolérance, tu vas être capable d'en faire de plus en plus. Et un jour, je me suis fatigué de dessiner et j'ai dit, c'est bon, je vais faire un outil PDF et je vais pouvoir donner ça aux patients, bien l'expliquer. Et cet outil-là a évolué à travers les années et est devenu la quantification du stress mécanique qu'on a aujourd'hui. Sur le site de la Clinique du coureur, vous avez un petit vidéo. On va avoir certainement une application dans les prochaines années qui vont apparaître et que vous allez voir pour essayer de mieux encadrer les coureurs qui veulent quantifier leur stress mécanique. Donc, cette quantification du stress mécanique est vraiment, dans ma pratique, l'outil numéro 1 qui est essentiel et que je fais
au premier, voire parfois au deuxième traitement avec tous mes patients. C'est systématique et je pense que mon succès clinique, parce que je suis encore un clinicien, vient en grande partie de cet outil-là. Fait que je vais vous l'expliquer comme si François a une tendinopathie d'Achille depuis 3 mois. Donc, il galère avec une petite douleur qui, le matin, lui amène des raideurs. Puis je dis tendon d'Achille parce que probablement qu'il y a une dizaine de personnes dans la salle qui se reconnaissent puis qui disent « Ah ben c'est moi, c'est génial, il va me dire comment quantifier mon stress. » Alors, ce que je vais expliquer à François, c'est qu'il y a différents stresseurs. Il y en a 3 dans sa vie qui viennent mettre du stress sur son tendon d'Achille. Il y a son sport, il fait de la course, mais il y a aussi sa vie de tous les jours et son travail. Parce que François, il marche beaucoup à la tour, hein, il fait le tour, aller voir les employés, aller les féliciter, aller les encourager. Et puis, en plus de ça, il reste au 3e étage d'une maison, puis il a décidé de jamais prendre l'ascenseur, donc il monte des escaliers, descend quelques fois par jour. Donc, il a 3 sphères dans sa vie qui amènent du stress mécanique. Et des sports, il ne fait pas juste de la course, il fait aussi une fois de temps en temps de la natation. Fait que je lui explique en fin de compte que la natation, c'est un stresseur qui est relativement faible pour le tendon d'Achille. Il peut faire 1 heure de natation, puis son tendon d'Achille sera à peu près pas stressé, mais il peut faire 10 minutes de course et il va avoir un petit peu plus mal après. Donc, on peut même faire une échelle de stresseurs dans les activités qu'on fait. Ça, c'est le stress. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain dosage de ces stresseurs cumulés. Donc, la ligne bleue ici, c'est le niveau de stress que vous avez dans une journée. Et cette journée-là ici, tu as pogné la COVID et puis tu es resté au lit toute la journée, tu n'as rien fait, tu es resté au lit, tu n'as rien fait du tout et donc ton tendon, il est au repos complet. Cette journée-là ici, j'ai fait ma vie de tous les jours, mais je n'ai pas couru. J'ai juste été travailler. Il y a une partie de mon travail qui est quand même assis. J'ai cumulé du stress minimal. Cette journée-là ici, j'ai cumulé du stress avec ma vie de tous les jours et après ça, je suis rentré à la maison et j'ai été courir 1 heure. Et 1 heure, pour moi, cette journée-là, c'est trop. J'ai dépassé ma ligne rouge, ma capacité maximale à tolérer du stress mécanique. Et si je vais dans cette zone ici, au-delà de ma limite maximale, mon corps va me le dire. Ça fait mal pendant, ça fait mal après, j'ai plus de raideur le lendemain matin. Et j'ai parfois même des gonflements. Donc, en fait, ensuite du dosage, ce que je vais expliquer aux patients, c'est qu'il ne faut pas être dans la zone de repos complet parce qu'on va se déconditionner, on va perdre de la tolérance à force de ne rien faire. Il ne faut pas être au-delà de la ligne rouge qui est en fin de compte notre 100% de maximal. Et si c'est le cas, on va réveiller de l'inflammation, de l'irritation, on va sensibiliser notre système nerveux et on va avoir plus de symptômes secondaires et on ne pourra pas progresser optimalement. L'idéal est de se retrouver dans cette zone mitoyenne où je stresse mon corps pour créer des adaptations, mais sans dépasser ma tolérance maximum. Et à force d'être dans cette zone mitoyenne, mon corps va augmenter sa tolérance progressivement. Bien évidemment, je vais personnaliser ma prescription ici de la fameuse douleur. Donc, il a mal depuis 3 mois. Sa douleur est constante à 1/10 toute la journée. Et quand il va courir, ça monte à 3-4. Et le lendemain, il est obligé de se reposer parce que finalement, il sait qu'il est dans une zone exagérée. On sait qu'on est au-delà de la ligne rouge. Pour des conditions chroniques, des fois, on accepte d'avoir de la douleur. Mais il faut que cette douleur-là ne persiste pas par la suite, qu'elle disparaisse dans l'heure qui suit et surtout que le lendemain, je sois capable d'enchaîner un entraînement similaire ou plus important. Et si c'est le cas, je sais que je suis peut-être proche de ma ligne rouge, mais que je suis dans une zone acceptable. Donc, je vais personnaliser ma prescription ici en fonction de différents critères. Et il faut se rappeler aussi que la ligne rouge n'est pas statique. Si votre blonde vous a laissé dernièrement, il est possible que la ligne rouge diminue. Vous dormez mal, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, la ligne rouge va diminuer. Pour certaines personnes qui sont dans une période de leur vie où ils sont très heureux, ils viennent d'avoir un nouveau travail, ils sont super contents, ils ont une nouvelle blonde, eh bien, ces personnes-là, en fin de compte, la ligne rouge va augmenter et ils vont être capables d'en tolérer davantage. Ça marche pour les brunes aussi. Hein. Blonde, on dit au Québec, notre blonde, moi, ma femme, c'est ma blonde.
Donc, cette ligne rouge-là, elle varie. Donc, même si vous faites le 10 km tous les jours comme d'habitude, bien, il est possible qu'une journée, vous avez très mal dormi depuis 2-3 jours, vous avez beaucoup voyagé, il est possible que cette journée-là, vous ne tolériez que 8 km. Ça fait partie de la game. L'autre chose, c'est qu'on va personnaliser notre prescription avec le patient en fonction de différentes caractéristiques et critères. J'ai des chochottes et j'ai des durs à cuire. Et bien évidemment, j'ai des patients que je vais dire, écoute, faisons un petit peu plus. Et il y en a d'autres que je vais dire, ah, vas-y, pas trop loin. Okay? Le profil du patient va influencer la manière dont je vais lui parler. L'autre chose, c'est le stade de la pathologie. Si vous avez mal depuis quelques jours, quelques semaines, vous êtes dans des phases aiguës, subaiguës, je vais être beaucoup plus conservateur. Je préfère dans ce temps-là ne pas avoir de douleur. Quand vous êtes dans des phases chroniques, persistantes de douleur qui durent depuis longtemps, il faut rentrer dans la douleur pour adapter les tissus dans la majorité des cas. Et bien évidemment, on va personnaliser aussi en fonction du type de pathologie. Les syndromes de bandelette iliotibiale, par exemple, on veut zéro douleur parce que c'est des pathologies qui se sensibilisent, qui sont problématiques. Un genou arthrosique, on va vérifier si ça gonfle. On ne veut pas que ça gonfle. Une tendinopathie d'Achille, on va juste s'assurer que ça se normalise dans l'heure qui suit pour les tendinopathies persistantes. Et les fasciapathies plantaires, le meilleur des indicateurs, c'est le nombre de pas raides le matin quand vous vous levez. Donc, il y a des indications comme ça qu'on va faire avec le patient pour bien le guider dans cette quantification du stress mécanique qui répond à 80% du traitement et de la prévention des blessures chez le coureur. Et je m'avance avec des chiffres qui sont très cliniques, qui sont des hypothèses, qui n'ont jamais réussi à être validées d'un point de vue scientifique, mais qui font beaucoup de sens après 25 ans de pratique comme clinicien. OK. On m'a demandé de dire, OK, c'est bon, on quantifie le stress mécanique, comment je commence la course à pied? Parce qu'il y en a qui ne couraient pas dans la salle. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi ils étaient là. Peut-être que c'est parce qu'ils veulent commencer à courir ou peut-être leur blonde les a amenés de force dans la conférence. Donc, vous avez des programmes fractionnés très simples que vous pouvez trouver sur le site de la Clinique du coureur, par exemple. Et je vais vous donner mes conseils. Alors là, je m'adresse à ceux qui ne courent pas actuellement et je vais vous donner mes conseils les plus importants. Alors, avoir un objectif motivant. Si vous avez un objectif motivant, c'est sûr que ça va vous aider à garder le rythme et à faire en sorte que quand vous n'aurez pas envie de vous entraîner, d'avoir un objectif, ça va vous aider. Première chose essentielle. La deuxième, suivre un programme bien quantifié. Donc, vous avez un programme ici qui commence à 3 fois 1 minute. Ceux qui le connaissent ou qui l'ont déjà fait, peut-être ça vous donne la nausée, surtout si ça fait 2 ou 3 fois que vous le recommencez. Mais c'est essentiel quand on débute la course à pied. La course à pied est une activité très stressante. Ce n'est pas comme commencer du vélo. Et si vous commencez trop vite, les risques de vous blesser sont très élevés. C'est jusqu'à 80% des coureurs qui se blessent à chaque année. En moyenne, un coureur sur 2. Donc, clairement, on n'a pas trouvé toutes les solutions pour essayer de faire en sorte que les coureurs ne se blessent pas. Donc, suivre un programme bien quantifié. Et quand je donne ce programme-là qui commence à 3 fois 1 minute et qui, après quelques semaines, se rend à 30 minutes, je donne toujours l'outil de la quantification du stress mécanique avec, parce que la vitesse à laquelle vous allez progresser dans le programme est dépendant de comment votre corps répond. Dans le plaisir, et là on se questionne actuellement, est-ce que de courir en nature ne serait pas préférable pour certains individus que de courir dans la ville, connecté aux autres pour certains, c'est-à-dire dans des clubs avec des groupes. Avoir une technique protectrice et durable. Il y a 2-3 petits trucs qu'on peut donner comme conseil, entre autres de faire des petits pas. La fameuse cadence de 180 pas par minute, ce n'est pas un chiffre magique, mais c'est très facile à calculer, c'est 3 par seconde. Et clairement, moi je le donne fréquemment dans les conférences, etc. Cours à 3 pas par seconde, ça donne des petits pas et le niveau de stress sur le squelette est de façon générale moins important en faisant peu de bruit. Et on pourrait rajouter un point 5, qui sont d'avoir des chaussures simples. J'utilise le mot simple maintenant parce que le mot minimalisme fait peur à la moitié de la salle et donne envie de courir en five finger à l'autre moitié et cette autre moitié va se blesser assez rapidement. Donc, on sait que si tu es un coureur débutant, non seulement il n'y a aucune raison de commencer avec des chaussures maximalistes traditionnelles comme 95-97 des Suisses portent, mais on sait que ces chaussures-là, traditionnelles, maximalistes, vont altérer la biomécanique de façon très claire.
vous allez ralentir votre cadence, vous allez attaquer davantage du talon, vous allez augmenter vos vitesses de force d'impact, qui sont des facteurs qui ont été associés par certaines études aux blessures. Donc, si on commence la course à pied, commençons avec des chaussures plus simples, avec des petits pas en faisant peu de bruit, en quantifiant bien le stress, dans le plaisir, avec un objectif. C'est bon? Ceux qui ne couraient pas, là, c'est correct? Good. Vous avez tous les outils, là. On m'a posé aussi la question, mais qu'est-ce que je fais si je suis blessé? Alors, je vais prendre 2 types de blessures. Je suis blessé depuis seulement quelques semaines. Et à partir de ce moment-là, vous avez accès, par exemple, sur le coaching du coureur, à des programmes gratuits où vous rentrez une couple de questions et vous pouvez, suite à une blessure, reprendre la course à pied. Bien évidemment, si vous avez un physiothérapeute, un professionnel qui vous suit, il va vous guider encore plus serré, beaucoup mieux, et va pouvoir juger encore plus facilement de où est-ce que vous devez commencer et comment vous devez progresser. Mais la première chose, si jamais vous êtes blessé, c'est de suivre un programme qui est, encore une fois, bien quantifié et adapté à votre pathologie. La deuxième chose, c'est on peut vraiment se poser la question, dans un cas de blessure, dans quelle mesure on devrait augmenter la cadence. Actuellement, on a quand même une abondance de littérature sur la cadence qui nous montre qu'on réduit le stress de façon générale sur le squelette et qu'on arrive à aider une panoplie de pathologies en augmentant la cadence. Comme conseil biomécanique, c'est probablement le plus intéressant. Sur le chaussage, les chaussures, en fin de compte, on est beaucoup plus prudent quand on est habitué à une chaussure de vouloir faire des changements. Donc, si ça ne fait pas longtemps que vous êtes blessé, j'ai tendance à être prudent cliniquement, de longue date, à vouloir faire un changement radical. Et vous allez voir que c'est différent quand la personne est blessée de façon chronique et ne court pas depuis longtemps. Mais clairement, si ça fait 3 semaines que je suis blessé, et puis là, je recommence la course à pied, j'ai tendance à peut-être pas changer ces habitudes qui sont ancrées de longue date. Et bien évidemment, avec les conseils d'usage. Si ça fait 1 an que vous êtes blessé, il y a des petites choses qui vont changer, dont le 2 et le 3. À partir de ce moment-là, on va être beaucoup plus drastique sur les changements biomécaniques et sur les changements de chaussures pour essayer d'induire chez la personne des meilleurs comportements de modération d'impact. Essayer de faire en sorte que cet individu-là court en absorbant un peu plus le choc. Et on sait que les cadences lentes et les grosses chaussures ne sont pas des interventions intéressantes pour avoir des meilleurs comportements de modération d'impact. Donc, on va, chez les personnes qui sont blessées de longue date, aller un petit peu plus vers des chaussures plus minimalistes pour la grande majorité des pathologies, quelques autres non, et d'avoir des cadences plus élevées pour presque tout le monde et d'intégrer le fait de faire moins de bruit de façon générale. Bien évidemment, ici, je suis dans des généralités parce que je vous donne des recettes un peu toutes faites. Bien évidemment, comme thérapeute, il y a des exceptions, il y a des particularités et bien évidemment, on les analyse. OK. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez améliorer vos performances? Et là, ça veut dire, encore une fois, de la même manière qu'on se blesse parce qu'on en a fait trop vite, si vous voulez améliorer vos performances, il faut en faire plus. Okay? Donc, il y a toujours ce paradoxe où je veux m'entraîner davantage, je veux faire plus de qualité, je veux faire plus de code, de pliométrie, de différentes choses. Mais bien évidemment, il faut que je dose comme il faut parce que la première chose pour performer, c'est de ne pas se blesser. Okay? Donc, d'avoir un programme, encore une fois, bien quantifié. Quand on parle de techniques efficaces, il y a différentes choses qu'on peut faire pour être plus économique. Une des choses, en fin de compte, c'est la cadence du pas de course. Il y a des études qui montrent une relation en U entre cadence et économie de course. Et la majorité des athlètes, même de haut niveau, ont tendance à avoir des cadences qui sont à peu près 2-3% plus lents que la cadence optimale. Quand on mesure la consommation d'oxygène, ils courent à des cadences un petit peu plus coûteuses que si on l'augmentait un petit peu. 2-3%, ça veut dire que sur votre cadence régulière, vous faites un plus 5 et vous arrivez à peu près à la cadence optimale pour la majorité des gens, même les athlètes de haut niveau performants. On va essayer de minimiser les phases de freinage chez certains athlètes. Et au niveau de la chaussure, il y a un critère qui est clair et précis dans la littérature, probablement une trentaine de papiers, c'est la légèreté de la chaussure. Et j'ai rajouté en parenthèse avec des chaussures légères et efficaces. Et là, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure la nouvelle génération de chaussures avec des plaques de carbone pourrait être bonne pour vous. Et j'y reviens dans un instant. Il faut absolument faire des tests
parce qu'on sait actuellement que la réponse est très individuelle et que certains se détériorent avec ces chaussures-là. Il y a quand même pas mal d'études, dont des revues systématiques, qui montrent que quand on fait de la muscu en force et en pliométrie, on arrive à améliorer l'économie de course. Ces études-là sont faites souvent chez des Caucasiens, Européens, Nord-Américains, Blancs, performants, et on arrive à améliorer les performances chez ces personnes-là. Quand je suis allé au Kenya, il y a à peu près personne qui fait de la muscu, mais on court tous les jours, 2 fois par jour. Mais très, très peu. Les athlètes de haut niveau font à peu près pas de muscu ou très, très peu. C'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger. Est-ce que la muscu, je l'ai mis quand même dans ma liste, parce que je pense quand même que pour faire performer, c'est quelque chose d'intéressant. Et faire de la muscu, surtout si on fait de la stab, du gainage, des choses, peut-être qu'on pourrait avoir un effet préventif sur les blessures. Je vous parle un petit peu des plaques de carbone. Juste avant ça, je vais vous parler des parts de marché qui ont été... Nike a mis la Free déjà il y a plusieurs années et il y a eu un gros boom sur le minimalisme en 2010-2014. Toutes les compagnies ont suivi. On a ensuite eu Oka One One qui 2009, mais qui a eu un gros boom en 2015. Comme les parts de marché se faisaient manger par Oka, toutes les compagnies ont suivi. Et en 2017-2018, on a la plaque de carbone qui est sortie. Et depuis la Nike Vaporfly 4%, la Next, l'Alpha Fly Next, on a toutes les compagnies de chaussures qui ont sorti des chaussures à plaque de carbone. Je vous parle ici d'une commercialisation extrêmement bien réussie, et je vais vous l'expliquer brièvement, de Nike. On innove avec un nouveau produit attrayant. Nike sont les champions. Ils ont sorti la Free, la Shox, la Air. Maintenant, ils ont sorti la Carbon Plate. Et clairement, c'est des innovants. Nike est toujours en avance d'à peu près toutes les autres marques sur le sujet et investissent beaucoup plus en innovation aussi. Deuxième point, pour une commercialisation efficace, faire croire à un gros effet. Des scientifiques qui ont sorti le 4%, des scientifiques en partie payés par Nike, sur lequel je suis un petit peu toujours dubitatif quand il y a un biais commercial associé. Et même si c'est des scientifiques extrêmement respectés, qui sont de très haut niveau, certains d'entre eux sont largement et grassement payés par Nike, et moi, ça m'embête toujours. Parenthèse, le 4% de la manière dont il l'a fait n'a jamais été répliqué. On est toujours beaucoup inférieur à ça actuellement. Il y a même, on pourra en parler, mais le New York Times qui a sorti tous les trucs Strava pour montrer qu'on améliorait les performances de façon exceptionnelle. Point 3, influencer l'inconscient collectif. Comment on fait ça? On organise un marathon sub 2. On sponsorise un maximum de coureurs pour être sûr que sur le podium des Major Marathons, on a beaucoup de chaussures Nike. Et là, c'était un gros boom de com. À peu près tous les athlètes élites Adidas ont migré vers Nike dans ces années-là. On a vraiment fait un super truc avec ça. Bonifier l'effet placebo, c'est une autre chose qui a été faite aussi, c'est-à-dire laisser parler de dopage technologique. En fait, c'est peut-être du dopage technologique, mais juste le fait que on parle dans ce sens-là, clairement, à peu près tous les athlètes se sont procurés les chaussures très rapidement. S'assurer d'en faire une norme. En fait, on sponsorise les meilleurs et une majorité d'athlètes et créer des dépendances. Actuellement, il n'y a à peu près plus personne qui arrive à se passer de ça. Et on a vu les marathoniens en dessous de 3 heures. Présentement, ça devient de plus en plus compliqué de trouver quelqu'un qui n'a pas une plaque de carbone. Il me reste 5 minutes. Alors, je reprends cette petite partie-là. Ça, c'est le premier papier qui a été publié par Oakhammer et Cram. Cette chaussure réduit le coût énergétique de 4%. On prédit que c'est la chaussure qui va être utilisée pour le marathon Sub-2. Et puis, sponsorisée par Nike Sport Research Lab. Et c'est sûr que moi, ça m'embête un petit peu. On est très critique par rapport à ça. Et moi, je connais les chercheurs aussi qui ont contribué à ça. Je communique avec eux, j'échange avec eux. Et bien évidemment, j'ai un scepticisme qui se nourrit par mes échanges avec ces chercheurs-là, des fois. Donc, le marathon Sub-2, vous savez c'est quoi? En fin de compte, on l'a fait avec la Nike Vaporfly 4%. Depuis, elle a bien évolué avec la Nike Alpha Fly Next.
Mais en fin de compte, le projet initial, c'est qu'on a investi 25 millions de dollars avec Nike. On a pris les meilleurs au monde, dont Kipchoge, que vous connaissez, Desissa, Tadessi, des marathoniens qui étaient en vogue et qui étaient en train de monter de façon phénoménale. Et puis, on s'est organisé dans une course avec une Tesla électrique qui coupait un peu le vent. Un gros board au-dessus avec le chrono, mais en fin de compte, mieux que ça, des lasers pour dire aux coureurs où ils devaient être pour profiter au maximum de l'aspiration du vent. Donc, c'est sûr que c'est cool, OK? Mais clairement, le record de Kipchoge sur marathon, dans un vrai marathon, il a fait 1h09 et il avait fait avant ça juste en dessous de 2, a une beaucoup plus grande valeur pour moi que le marathon sub-tout, clairement. Simplement parce que les lièvres, bien évidemment, s'échangeaient pour toujours être présents. Et ça a été calculé pour essayer de voir c'est quoi l'avantage des pacers, des lièvres qui sont là avec la voiture. Et on arrivait à économiser à peu près 4 minutes 35 avec Kipchoge, ce qui est phénoménal. Il aurait dû faire 2 heures tout de suite, même 1h58 d'où il était. Et puis finalement, ce projet-là n'a pas marché. Il n'a pas réussi à briser le 2 heures. Il n'était peut-être pas dans une bonne journée. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les pacers, on a engagé tout un team de pacers qui se changeaient, s'interchangeaient pour faire avancer Kipchoge. Dans les vraies courses, bien évidemment, les pacers, ils meurent avant le gars qui gagne. Hein. Ils sortent de la course. Là, on arrivait à les remplacer assez fréquemment. Et puis, on a amélioré le système. On a fait un coupage de vent un peu différent, les lièvres, qui était un peu plus efficace. On a structuré plein de petites améliorations. Et là, on a réussi à faire le 1,59,40. Mais bien évidemment, tout l'argent que Nike a investi dans ce projet-là, ce n'était pas pour briser le 2 heures, mais pour vendre des chaussures. On s'entend. Et sur l'inconscient collectif, sur la chaussure à plaque de carbone, clairement, ça a très bien fonctionné. Donc, je vous fais un état des lieux et je termine avec ça. Qu'est-ce qu'on connaît actuellement, la science de la plaque de carbone? Parce qu'encore une fois, je ne rencontre à peu près plus personne qui ne croit pas à la plaque de carbone actuellement. Alors, quand on analyse la science de façon sérieuse, la science actuellement est insuffisante pour pouvoir statuer sur son effet réel de ces plaques-là. Et clairement, il y a une science à haut risque de biais qui existe, dont certaines qui sont sponsorisées par Nike et les marques. On a fait une étude, entre autres, en Nouvelle-Zélande avec Kim, une chercheuse qui est enseignante de la clinique du coureur, et on a comparé la chaussure à une autre chaussure plus minimaliste, aussi légère, voire même plus légère. Et ce qu'on a constaté, c'est que les plaques de carbone avaient une... Je dis plaque de carbone, mais c'est la Nike Vaporfly 4%, la première génération de cette chaussure-là, avait une variabilité interindividuelle qui était énorme. Il y en a qui répondent, il y en a qui se détériorent. L'autre chose, c'est que quand on regarde sur le terrain et qu'on regarde les athlètes de haut niveau, on a un effet qui est un peu moins que 1% actuellement. Et ça, c'est pour les adapter aux maximalistes et non pas 3, 4, 5% comme on a véhiculé d'un point de vue commercial. Parce que la Nike Vaporfly 4%, c'est parce qu'elle avait une économie de 4% qui devrait correspondre à peu près à 3% d'économie de temps sur le chrono sur les athlètes élites. 2,6 sur les athlètes élites, 3% chez les plus récréatifs. Mais après ça, on a sorti la Next en disant il y a un Next %, il y a 1% de plus. Et au niveau commercial, c'était encore mieux. Et puis, on a continué d'évoluer avec des chaussures. On est rendu à la 5e, 6e génération de chaussures à plaque de carbone pour faire croire, en fin de compte, que c'est toujours de mieux en mieux. Donc, on est à peu près à 1%. Moyenne. Il y en a qui se détériorent, il y en a qui s'améliorent. De façon générale, on est à peu près à 1%, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et l'effet ne semble absolument pas associé à la plaque de carbone. La plaque de carbone, c'est l'outil marketing qui vient avec. Mais on a fait des études où on l'a coupé en petits morceaux versus intègre, pas de différence. Il y a une revue systématique qui a été faite sur différentes plaques de carbone, parce que des études sur les plaques de carbone, on en a presque une dizaine actuellement, et de façon générale, ça n'améliore pas les performances. Est-ce que c'est la nouvelle mousse? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est l'épaisseur? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça? Peut-être. Mais c'est clairement le poids et c'est clairement l'effet placebo. L'avantage de ce type de chaussures est d'abord la légèreté pour des chaussures maximalistes. Parce que la majorité des gens sont habitués et courent avec de la grosse godasse
Et quand tu leur dis, il faudrait que tu cours un marathon avec des chaussures plus légères et que tu te ramasses avec une chaussure qui est plus minimaliste, tu ne la tolères pas. Tu finis démoli, tu as mal au mollet et tu es obligé d'aller dans du moyen malice parce que le minimaliste plus mince et plus léger ne te convient pas à cause de tes habitudes. Le gros avantage de cette chaussure-là, c'est qu'on a réussi à faire une chaussure qui avait le drop, le stack, la flexibilité de la chaussure maximaliste auquel les gens sont pleinement adaptés, mais avec la légèreté, 180 grammes pour l'annexe, de les générations de chaussures de performance pour marathon. Les différences, on a aussi testé 7 brands de chaussures avec plaques de carbone et on arrive à des résultats différents. La Nike était la gagnante du lot. Encore une fois, c'est peut-être l'effet placebo parce que tout le monde connaît la Nike. Mais quand on teste différentes plaques de carbone dans différentes chaussures, on n'a pas les mêmes résultats non plus. Il existe par contre maintenant des facteurs prédictifs de succès de ces chaussures-là. Donc le mieux, c'est de vous amener en laboratoire. Vous allez à la tour, ils vous mettent un embout d'oxygène, vous courez sur le tapis, on regarde combien de consommation d'oxygène vous avez avec les chaussures versus sans les chaussures ou avec d'autres chaussures, vos anciennes chaussures, des chaussures plus minimalistes et ainsi de suite. Et on regarde avec quoi vous êtes le plus économique. Mais on arrive à prédire un peu que si vous êtes un coureur quand même performant, pas un récréatif, que vous avez par contre une biomécanique non optimale, c'est-à-dire que vous avez des cadences plutôt lentes pour un coureur de performance et que vous attaquez du talon, vous avez plus de chances de répondre avec cette chaussure-là que si vous êtes un attaqueur plutôt mi-pied avant-pied avec des cadences élevées. L'autre petite chose, en fin de compte, c'est que si vous êtes habitué au maximalisme, bien évidemment, c'est la meilleure manière de ne pas trop changer vos habitudes. Et si vous y croyez, en plus, c'est encore mieux. Et là, cette chaussure-là semble avoir des effets plus importants sur la longue distance, le marathon, que sur le 10, parce qu'il y a un aspect sur la fatigue en lien justement avec les habitudes. Ça a un petit effet sur la biomécanique, ça ralentit la cadence, ça augmente le temps de contact au sol. Ça a probablement un effet sur les blessures, mais on n'a pas encore de recul suffisant. Moi, je pense que c'est beaucoup moins pire que le minimalisme parce qu'on est beaucoup plus près des chaussures auxquelles les gens sont adaptés. Mais on a quand même des retours avec la mollesse de la chaussure, de tendinopathie du tibial postérieur, de fractures de stress du talus naviculaire, des problématiques de genoux, entre autres, et de dos qu'on observe chez quelques athlètes qui ont transféré trop vite vers ce genre de chaussures-là. Bref, tout le monde y croit, à part Kipchoge. Hein. Tu demandes à Kipchoge, il dit « c'est pas les chaussures, c'est moi qui cours ». Quand tu demandes à un coureur de très élite s'il pense que la chaussure améliore ses performances, il y en a quand même beaucoup qui disent « non, je ne crois pas » parce qu'ils croient en eux d'abord et avant tout. Puis l'autre chose, c'est que personne ne les teste vraiment. Et par contre, tous sont prêts à payer le gros prix. On parle de 350 francs pour ces chaussures-là. C'est à peu près ça, ceux qui en ont. Allez, soyez pas gênés, je suis sûr qu'il y en a plein qui en ont. Combien vous les avez payés? Très cher. Voilà. Merci. Regardez, en accéléré, quelques petites photos du Kenya. C'était génial. C'était vraiment cool. Là, je vous montre celle-là. Regardez. Hein? Mon mollet comparé à celui de mon collègue. Je vous parlerai du Kenya si vous voulez. Ça, c'est leurs pieds bien solides, bien... Et puis, on a eu la chance d'aller dans une école où on a fait courir, en fin de compte, des jeunes. On a apporté des chaussures plus appropriées pour eux. Et je suis sûr qu'il y a la moitié de ces filles en jupe qui foutent une raclée à tout le monde ici dans la salle. Ça courait très, très vite et c'était vraiment impressionnant. On a fait des rencontres impressionnantes et je pourrais vous en parler, mais Johan, en fin de compte, qui est dans les top 10 au monde sur marathon, 2h17 quand même, 2h18. Caroline, dans l'avion, en revenant du Kenya, j'étais assis à côté de Elisha. Puis j'ai dit, t'as de l'air à aller faire une course, t'es un athlète élite. Oui, j'ai gagné le marathon de Paris l'année passée. Moi, je ne les reconnais pas, ils sont tous pareils. Et là, on discute ensemble. Et puis, non, mais ils sont tous fit, des belles dents, minces, grands. Les Kenyans d'Iten, ils sont tous pareils. Hein? Ils ont vraiment un profil, des petits mollets, un long tendon d'Achille. Et je discute avec lui, il y a quelque chose qui ressort toujours, c'est j'ai grandi pieds nus. Je courais pour aller à l'école et j'ai fait beaucoup de kilomètres avant de décider un jour de devenir un athlète. Comme je leur ai tous mis un titre, je me suis mis quand même un titre. J'ai le Strava sur le demi-mont éco. Hein, juste, ouais. Ça, c'est 100 mètres de dénivelé. Donc voilà, je passe vite avec toutes ces belles petites photos. On a fait plein de rencontres vraiment géniales. On a évalué plein d'athlètes de haut niveau là-bas. Je vous avais sorti 2-3 petits trucs. Je viens de vous dire les conclusions. Et puis, pour finir, si vous ne connaissez pas, il y a le livre de la Clinique du coureur. On organise un congrès
Vraiment cool. Si jamais vous voulez, les professionnels de la santé et du sport, un congrès, il y a Daniel Lieberman des États-Unis qui vient en France. On a Jane Thornton, une médecin du Canada qui vient aussi. On va avoir un super congrès sur la course à pied. Donc, voilà. Et puis, si jamais vous voulez les notes la présentation que je vous ai faite, j'ai tout mis ça dans un document. Vous scannez ça, vous vous inscrivez, vous recevez les notes directement. C'est bon? Merci. J'avais mis un peu chargé. Bonsoir à tous, je vous laisse prendre la photo hein, avant d'attaquer, histoire que vous puissiez voir. Ah ben voilà, trop tard. Ah ben c'est bon. Bonsoir à tous. Merci Blaise. Ah, je la remets. Ouais, c'est pas moi, je n'ai pas la main, 3, 2, tout bon 1. Ok. Merci Blaise pour la présentation. Maintenant, c'est notre tour. On va être 3 physios de la tour. On a la chance d'être là pour te challenger un peu, pour jaser avec toi, pour discuter. Et donc, on va aborder différents types de pratiques qu'on peut avoir, nous, à la tour. Moi, je vais parler de la modification de la technique de course. On aimerait avoir un peu ta vision. On a beaucoup échangé aujourd'hui, c'était très riche. Mais pour en faire profiter tout le monde, avoir ta vision un petit peu de ce qu'on appelle le gait retraining. Et puis après, je laisserai la place à Nico et à François. La modification de la technique de course, c'est intéressant parce que dans nos cabinets, quand les coureurs blessés arrivent, ils ont 2 questions souvent. La première, c'est, parce que s'ils sont chez nous, souvent c'est qu'ils sont blessés, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme chaussure pour plus avoir mal là où je me suis blessé et c'est pour ça que je suis venu là. Donc la première question, c'est la chaussure, tu as répondu en partie. Hein. Et la deuxième chaussure, c'est la deuxième question qu'il pose, c'est si je me suis blessé, c'est parce qu'on m'a dit que je courais pas bien. Alors comment je fais pour courir mieux hein? Alors courir mieux, c'est courir mieux pour avoir moins mal, c'est courir mieux pour plus me blesser, courir mieux éventuellement pour être plus performant. Tu as abordé un peu le sujet aussi tout à l'heure. Et puis malgré les douleurs, j'aimerais continuer à m'entraîner. Alors comment je fais pour courir mieux? Alors nous, pour répondre à cet intérêt qu'on est patient, on a plein de notions à leur expliquer. Diminuer la charge tissulaire. Faire de la prévention des blessures parfois, si on peut. Ce qu'on va appeler déplacer la charge, on en reparlera un peu après. Et puis, tu l'as dit aussi tout à l'heure, parler d'économie de course. Ça, c'est des notions en physio qu'on défend beaucoup et qu'on arrive à manipuler. Et donc, ma première question pour toi, Blaise, c'est pour toi, c'est quoi le gait retraining, la modification, et pourquoi tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises plutôt pour baisser le symptôme? Ton patient, il vient, il a mal, tu modifies sa course pour qu'il ait moins mal. Est-ce que ton intérêt il est plutôt dans réduire la charge sur le tissu? Est-ce que c'est plutôt d'augmenter la raideur de la jambe, ce qu'on appelle la stiffness, le ressort qui est formé par la jambe quand on court? Et puis, ça peut être déplacer la charge. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est temporaire? Toutes ces questions-là qui se tournent autour de la manipulation de la technique. Et puis, dans cette manipulation, dans les outils qu'on a pour manipuler la technique, il y en a un où j'aimerais qu'on passe un petit peu plus de temps parce que nous, les physios de la tour du pôle course à pied, on a des questions là-dessus. C'est la notion de cadence. Tu as parlé du 180 tout à l'heure. La notion de cadence, on la connaît bien dans la littérature. Tu en as parlé parce que la plupart des scientifiques, toutes les études qui parlent de cadence nous expliquent assez facilement qu'on gère très bien les blessures en course à pied avec une stratégie qui est relativement commune à toutes ces pathologies, c'est l'augmentation de la cadence. C'est la stratégie de gait retraining la plus utilisée. Augmenter la cadence pour arriver à des cadences plus grandes, donc pour diminuer un peu la longueur du pas, et puis répartir les charges différemment. Donc vous le dites beaucoup à la clinique du coureur, on en a déjà parlé là, mais tu n'es pas le seul, il y en a plein d'autres, il y a beaucoup de chercheurs qui en parlent, Rich Woolley, Christian Barton, c'est des noms qui résonnent un petit peu dans la littérature autour de la course à pied, et tous ces gens-là ont parlé de l'augmentation de la course à pied et de ses effets positifs. Puis, il n'y a pas très longtemps, en 2022, il y a un papier intéressant qui est sorti, notamment de Barton et puis d'Anderson, qui parle encore une fois de l'augmentation de la fréquence de la course à pied, c'est-à-dire le nombre de pas par minute qu'on fait, l'augmentation du nombre de pas par minute qu'on est capable de faire en courant. Mais pour une fois, c'est vrai que c'est rare d'aborder ça dans la littérature. Il a aussi parlé, ils ont mis en évidence, enfin pas en évidence, mais ils ont mis en avant l'effet que pourrait avoir la diminution de fréquence, chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Alors nous, on ne l'utilise pas, ou très peu, mais ça a résonné parce que chez nous, ce qui a résonné dans cette notion-là, c'est par rapport à une pathologie qu'on a beaucoup à la tour, le conflit de hanches, hein, le syndrome fémoro-acétabulaire. On en a pas mal parce qu'on a un chirurgien, le Dr Christophilopoulos, qui opère pas mal de sportifs qui viennent et qui se plaignent de la hanche.
Et quand ils sont opérés, ben, nous, dans notre éducation, on les ramène à la course à pied. Et la course à pied, c'est un outil intéressant dans la rééducation. Et c'est une phase importante de notre éducation. Dans la littérature, on n'avait pas trop de données sur ce qui se passait dans les hanches de nos patients opérés après la chirurgie. On sait globalement qu'ils étaient plutôt satisfaits, mais globalement, on ne savait pas trop. Donc nous, on s'est servi de nos données, puis on a publié un papier l'année dernière. Et ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait une diminution de la force des muscles de la hanche après la chirurgie. Donc nous, on s'est posé la question. On s'est dit, avec des patients comme ça, qui se sont fait opérer de la hanche et qui ont moins de force, comment on doit les amener à la course à pied pour pas qu'ils se blessent plus, ou comment on va manipuler leur course à pied pour pas qu'ils se fassent mal. Alors on est allé voir la littérature, et la littérature de la course à pied, la reprise de course à pied chez les gens opérés de hanche par arthroscopie ou luxation chirurgicale, qui sont les deux chirurgies de la hanche dans ce cas-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y a un papier notamment de Holling qui est intéressant parce qu'il parle du retour au sport dans ces cas-là, dans le cas de l'arthroscopie. Et dans son papier, il parle du retour à la course à pied. Et il explique globalement que, comme on sait que chez les gens normaux, d'augmenter la fréquence, ça diminue le contact au sol, l'impact au sol, ce qu'on appelle le GRF, il dit, oui, il nous préconise d'augmenter la cadence. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis malheureusement, on a eu pas mal d'échecs. Alors l'échec, c'est l'inconfort. On a créé de l'inconfort en augmentant parfois la fréquence, et puis parfois on a même augmenté les douleurs dans la hanche. Donc ça nous a posé des questions. On s'est dit, est-ce que réellement on a intérêt quand même à suivre ce conseil-là? Et donc on est allé voir nos données, d'autres données, qui sont des paramètres spatio-temporels qu'on calcule. C'est un ratio entre les temps de contact et les temps de vol au sol. Donc on appelle ça le duty factor, mais on peut aussi voir le CALEG, le CAVER, qui sont d'autres données spatio-temporelles, et qui expriment la stiffness, c'est-à-dire cette raideur au sol, ce ressort qu'on va donner dans notre jambe. Et on s'aperçoit globalement sur les études, sur les données qu'on commence à avoir là, une tendance à plutôt diminuer la stiffness, c'est-à-dire d'amortir un peu plus dans les genoux, donc peut-être être un peu moins efficace, mais en tout cas en post-opératoire, lors de la reprise de course, on a plutôt des gens qui ont tendance à diminuer cette stiffness. Or, on sait que la fréquence a plutôt tendance à augmenter la stiffness. Donc notre question est relativement simple ce soir, dans cette manipulation de la technique de course, est-ce que, comme le dit par exemple Barton, pour déplacer la charge, pour enlever de la charge à la hanche et la mettre ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas tendance parfois à utiliser, est-ce qu'on ne pourrait pas, selon toi, utiliser cette diminution de cadence? Est-ce que cette diminution de cadence, elle ne pourrait pas parfois être intéressante de manière à shifter différemment l'autre de ce qu'on a l'habitude de faire, dans certains cas particuliers, pour aller chercher un peu plus de confort chez nos patients? On l'utilise très peu, nous, on l'utilise très très peu, voire jamais, mais c'est vraiment la question qu'on se pose en ce moment parce que les échecs nous ont amenés à ça. Voilà. Merci pour ta réponse. Et puis, je te laisse répondre à cette question. Reste là. Ouais. Bon, t'as pas besoin. Ouais, là, on tombe dans du sérieux. Là. Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas professionnels de la santé, je ne sais pas si vous avez suivi, mais... OK. C'est très rare cliniquement que je vais ralentir une cadence. Alors, tu as vraiment fait le topo. Hein? On a une augmentation du temps de contact au sol. La seule chose, en fin de compte, c'est que si tu reviens une diapo en arrière, on peut quand même prendre ça avec des bémols. Hein. Je te donne un exemple. Il y a seulement une étude avec 20 sujets qui a étudié hip extension puis pelvic tilt. Avec, en plus, là, il y a une petite erreur dans leur étude de rapport, mais il reste que là, on est dans quelque chose qui est très théorique, où on s'éloigne un peu de la pratique. Et moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est de dire, on a essayé une expérimentation à augmenter la cadence. Il y a des patients qui n'allaient pas bien, puis on a essayé de réduire, et puis ils allaient mieux. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur qu'une revue systématique qui, à la pige, va avoir quelques petits papiers avec quelques petits sujets, parce qu'actuellement, la justification de ralentir une cadence en fonction de différents paramètres est très, très, très faible. Donc, moi, je l'utilise très peu en clinique. Mais cliniquement, pourquoi pas l'essayer avec des patients? Et de façon générale, les études montrent quand même qu'on réduit le stress à la hanche et théoriquement, en augmentant la cadence, on réduit l'amplitude nécessaire pour une même vitesse, bien évidemment. Et puis, c'est pour ça que là, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que quand tu ralentis ta cadence, c'est une réduction de la hip extension. Et d'abord, elle est mineure et puis elle est compensée par le pelvic tilt qui, lui, doit augmenter parce que sinon, il faut que tu le prennes, l'amplitude. Si tu as une cadence élevée, tu vas faire des plus petits pas pour une même vitesse que si tu as une cadence lente. Donc, l'amplitude proximale va être quand même plus sollicitée. Donc, pour moi, c'est très clinique. On ne peut pas vraiment se fier là-dessus pour déterminer si c'est une intervention intéressante ou pas. Mais si j'ai un patient qui vient,
j'augmente la cadence, il n'est pas confortable avec ça, pourquoi pas essayer de la diminuer puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Ou pas la monter. Puis si l'objectif est de protéger les hanches, mon focus, il ne sera peut-être pas tant sur la cadence si la personne n'est pas confortable avec, mais qu'est-ce que je peux faire en parallèle pour amortir le choc distalement, pour le réduire proximalement. C'est-à-dire, est-ce que si je lui dis, je prends l'extrême, j'ai dit, tu cours sur la pointe des pieds, le stress d'impact et le stress mécanique appliqué à une hanche va diminuer drastiquement au détriment de celle du tendon d'Achille et de la cheville qui va augmenter drastiquement. Donc, je suis dans les deux extrêmes, mais attaquer sur l'avant-pied chez le coureur régulier, qui est dans 95% des cas un attaqueur talon, je vais vraiment diminuer mon stress à la hanche. Donc, moi, j'ai quand même quelques cas de resurfaçage, de prothèse totale qu'on fait courir. Et puis, ces personnes-là, habituellement, la recette reste à peu près toujours la même. C'est haute cadence, chaussures minimalistes, peu de bruit quand tu cours. Et là, on insiste vraiment sur ces paramètres-là et on s'assure, en fin de compte, que les comportements de modération d'impact soient efficaces. Ouais. Ok. Mais ce que tu soulèves là, on est dans du très pointu, dans du très... Et clairement, la science des prochaines années va peut-être nous éclairer sur 2-3 réponses. On est vraiment dans ce phénomène-là de post-op. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont décharger la hanche en chargeant plus le genou. Dans cette période-là, encore une fois, entre 3 et 6 mois. Ouais. Après, on a peu de données, puisque à partir de 6 mois, on prend plus ces données de spatio-temporel. Mais c'était surtout pour éviter peut-être d'aller dans un extrême par habitude. Ouais. De se dire, bon, voilà, la cadence, de toute façon, on l'augmente tout le temps. Donc, on ne va plus regarder, on va l'augmenter. Et ben, peut-être que dans certains cas, sans peut-être la diminuer, en tout cas, l'augmenter, c'est peut-être pas toujours une bonne solution. Et nous, c'est un peu le doute qu'on a un peu en ce moment cliniquement. Oui. Et si j'ai une certaine expertise dans la lecture d'articles scientifiques, tu as clairement une beaucoup plus grande expertise dans le suivi des post-op de hanche. Beaucoup plus. Donc, tu me diras et je ferai. Et le rapport des deux mériterait qu'on s'y intéresse encore plus. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, et merci Blaise pour tes réponses à nos questions. Alors moi je vais m'intercaler entre Guillaume la hanche et puis François pied et cheville pour parler de genoux et notamment des ligaments croisés antérieurs opérés et pour vous montrer un petit programme qu'on a mis en place à la Tour, c'est la prise en charge en groupe de nos patients et notamment de l'utilisation de la course à pied. L'idée, c'était d'optimiser ce qu'on voulait faire. Alors, on avait fait beaucoup de discussions, de littérature, on en a parlé pas mal aujourd'hui. Discussions aussi avec les travaux des autres pôles. Et ce qu'il en ressort, c'était qu'il y avait beaucoup d'objectifs à atteindre dans la rééducation. Que, comme tu l'as très bien dit, l'idée de responsabiliser le patient, ça passait par l'éducation. Et petit problème, ça, on en a parlé un petit peu, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi, c'est on a 2 séances de 30 minutes par semaine avec le patient. Donc ça nous paraissait assez peu. Et puis en plus, on a un collègue qui a un petit sujet qui s'intéresse beaucoup à la course à pied. Ça fait presque 8 ans que je le connais. Ça fait presque 8 ans qu'il dit qu'il faut mettre de la course à pied dans tout ce qui est au niveau de l'appareil locomoteur. Et puis il a raison parce qu'en fait, Alex Rambaud aussi, un autre collègue chercheur, quand il parle de retour au sport et notamment à la performance, il dit que ça commence par le retour à la course à pied. Quand on parle de retour à la performance et au sport, je tiens quand même ici à dire qu'on n'a pas que des athlètes de haut niveau à la Tour, bien au contraire. Et puis, on parle de sport, mais on pourrait parler surtout d'activité, parce que toi, on en a parlé tout à l'heure aussi, être déménageur ou couvreur, ça aussi, c'est une activité physique. Et on va s'intéresser à l'intérêt de la course à pied là-dedans. Alors Alex, il nous avait proposé des critères de reprise de la course à pied. Ça, j'aimerais bien ton avis sur la question par la suite. Pareil, beaucoup de discussions entre nous, notamment sur la pertinence de tous ces critères-là, et notamment les hop tests. Et puis ce papier-là, tu le connais aussi, celui de Benoît Perrault de Fontenay, qui permet de suivre au moment du retour à la course à pied la bonne tolérance par le genou de cette activité-là. Alors comment on fait pour tout mettre ? On s'est encore une fois inspiré des Canadiens, et pour le coup là c'est des Canadiennes, 2 collègues physiothérapeutes qui ont monté un programme. On s'est inspiré de ça pour faire des séances d'1 heure et demie avec 3 groupes de niveau. Donc comment on fait ? Le groupe précoce, groupe où les patients ont été opérés quelques semaines auparavant,
Le genou est en train de récupérer de la chirurgie. On pourrait se dire que ce n'est pas le moment de parler de course à pied. Ben si, ça se prépare déjà avec l'apprentissage d'un travail pied, cheville, mollet, dont François va vous parler par la suite. Alors le gainage du pied, ben, on est obligé à la tour, parce que François. Renforcement du mollet. En fait, dans cette phase-là, ce qui va nous intéresser, ça va être de préparer tout ce qu'il y a autour du genou, préparer toutes ces structures-là pour décharger le genou au moment du retour à la course à pied pour améliorer la tolérance. Travail de coordination aussi, c'est tout simple. Hein. Après, c'est tout simple pour le genou, c'est un petit peu moins simple au niveau cognitif. Et puis, les toutes premières gammes où on exclut le genou, on a des patients qui ont un genou bien tendu, mais c'est un travail déjà de pied, cheville, stress sur les ischio-jambiers qui ont pour la plupart été prélevés. Alors nous, ce n'est pas des Kenyans, hein. Donc au niveau de la maîtrise des gammes, ce n'est pas toujours ça. Groupe intermédiaire, c'est le moment où on va intensifier tout ce qui est renforcement neuromusculaire. On va aussi intensifier ce qu'on va proposer pour la course à pied avec une mise en charge progressive. Des exercices qui sont connus d'avant auxquels on va rajouter des résistances, notamment élastiques pour le coup. Et puis au bout de ça, il y a aussi les gammes avec, par exemple, les talons-fesses. Ce qui est important à montrer, c'est que on s'adapte à tout le monde. Voilà. Là-dedans, il y a des groupes intermédiaires, mais plutôt avancés. Il y a des groupes retour au sport, dont on parlera après. Et puis, il y a cette patiente-là, qui est groupe intermédiaire, qui vient juste d'arriver. Donc, on s'adapte à tout le monde. Et de la même façon, on a des gens un peu plus aériens que d'autres sur des montées de genoux. Là, on est dans ce qu'il y a vraiment au bout. Ce n'est pas la course à pied qui dirige la rééducation, mais encore une fois, c'est un outil pour la rééducation. C'est-à-dire que la plupart, ce n'est pas des coureurs. Certains font du foot, okay, donc ils utilisent la course à pied. Certains, là-dedans, non, mais on en a eu un qui faisait du jiu-jitsu brésilien. Ce n'était pas son intérêt de faire de la course à pied. Par contre, on a fait de la rééducation par la course à pied. C'est ça qui était important. La course à pied, quand on l'introduit, c'est beaucoup plus léger. Hein. Tu as parlé du programme avec 3 minutes. Ça correspond à ça, la reprise. Hein. Et puis, ils vont tous passer aussi en analyse de la course. Tu as parlé de cadence tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, on est à peu près dans ce dont tu parlais. Groupe retour aux activités. J'ai changé par rapport au retour au sport, mais on pourrait parler de réathlé aussi. On intensifie tout dans la rééducation. Encore une fois, il n'y a pas que la course, il y a tout le reste. La course à pied est un outil et si on se focalise là-dessus, là, on va commencer à faire ce genre d'exercice de saturation neuromusculaire en fréquence. Pas facile à dire, pas forcément facile à faire non plus. On va introduire de la pliométrie, des accélérations avec des cônes à distance progressive. Évidemment, c'est là où il y a un gros intérêt à faire en groupe, c'est qu'on a des petits challenges en binôme, voire plus, avec des sollicitations aléatoires. Il peut y avoir aussi des sollicitations, c'est la présence d'un adversaire dans l'environnement fonctionnel, avec une demande sur des changements de direction, d'accélération, de pivot. Là, il n'y a pas de contact, parce que je n'ai pas trouvé la vidéo. Et je tiens ici à remercier toute l'équipe qui m'aide, qui fait partie du team qui gère ce programme-là. Donc mes questions pour toi, Blaise, c'est dans ce type de pathologie, ligament croisé opéré, comment toi tu procèdes, comment tu vas progresser, quels critères de reprise à la course? Alors, je répète encore une fois, j'ai traité des croisés dans le début de ma pratique, mais ce n'est plus mon expertise actuellement. Donc, clairement, tu es beaucoup meilleur que moi pour suivre un croisé. Mais moi, j'ai envie de te poser une question qui te challenge un peu. Quand est-ce qu'il recommence à courir? Alors, c'est parce que je connais la réponse. En fait, c'est parce que tu as nommé les critères de Rimbaud. Et il y en a deux là-dedans que j'aime beaucoup. Il y a celui qui a pas de gonflement, pas d'effusion. Ouais. Et puis là, tu peux montrer un test de vague au patient pour vérifier dans quelle mesure il fait une synovite ou pas. Et le deuxième critère, c'est une douleur à moins de 2/10. Alors, c'est sûr que si jamais tu cours et que tu irrites ton patient parce qu'il a des douleurs, ça m'embête. Après ça, on a des paramètres qui sont avoir la pleine extension, qui sont différents paramètres de force, de proprio, etc.
Et moi, je me questionne. En fait, c'est les meilleures données qu'on a actuellement, j'en conviens. Mais si tu arrives à marcher, pourquoi tu n'arriverais pas à courir? Donc, moi, j'ai fait courir des gens, plusieurs, post-op à 6 semaines. Dans le temps où il fallait qu'ils courent à 6 mois à peu près. Hein. Donc, on rembobine et on revient en arrière. On était encore beaucoup plus conservateur dans le temps. Et on a toujours beaucoup plus appris comme physiothérapeute des patients qui ne nous écoutaient pas et qui en faisaient trop que de ceux qui suivaient nos programmes. Et je me permets même de rajouter quelque chose. Les orthopédistes sont beaucoup trop conservateurs de façon générale. Et c'est sûr qu'il y a des orthopédistes dans la salle. Ils sont vraiment beaucoup trop conservateurs. Et je devrais dire étaient beaucoup trop conservateurs parce que c'est vrai que dans les 10 dernières années, il y a un changement important qui s'est fait sur la vision qu'on a du corps humain. C'est-à-dire, on plâtre beaucoup moins longtemps, on commence à mobiliser beaucoup plus tôt parce qu'on réalise que si on veut qu'un tissu prenne de la force, que finalement, on est mieux de le stimuler pour cette fameuse mécanothérapie, mécanotransduction, très rapidement dans le processus, mais de façon très graduelle et progressive. Donc, c'était quoi ta question plus... Tu as répondu un peu à beaucoup de choses, mais l'idée, c'était tes critères de reprise. Ouais. J'ai quand même une petite interrogation. C'est pour moi la différence entre la course à pied et puis la marche. C'est quand même qu'il y a une activité où il y a quand même 2 appuis au sol. Oui, mais... Beaucoup plus Oui. doux. Mais j'ai par pas rapport vu à la course à pied. j'ai pas vu l'appui unique chez ta patiente qui courait. En fait, des fois, dans la dynamique de course, tu peux vraiment commencer doucement. Hein. Ouais. Et non seulement tu peux commencer doucement, mais si tu as des bons comportements de modération d'impact, c'est-à-dire une manière d'absorber qui est efficace. Donc, dans un monde idéal, tu les mets pieds nus, hein, même pas en minimaliste, tu les mets pieds nus et ils courent sur des petits cailloux. Et je vous jure, ils courent super light, vraiment léger. Et pour absorber les chocs et apprendre une mécanique de course qui est protectrice, c'est une excellente solution. Et tu sais, pour relancer sur le croisé, il y a une chose malheureusement qu'on sait des croisés antérieurs, opérés ou pas opérés, ils vont faire de l'arthrose plus précocement, la majorité. Donc, il faut qu'ils arrêtent de courir alors. Non, mais justement, il faut absolument qu'ils courent. Donc, je leur dis, il faut absolument courir. Ça va prévenir la progression de cette arthrose qui va se faire déjà plus accélérée que de la jambe contralatérale, que tu n'as pas été blessé. Donc, moi, je veux absolument qu'ils courent, mais tant qu'à courir, je leur enseigne à courir avec des mécanismes de protection intrinsèques super efficaces. Je leur dis, il faut que tu cours léger, il faut que tu cours avec des petits pas et ne va surtout pas t'acheter une grosse chaussure absorbante si tu t'es fait un croisé puis que tu recommences la course à pied. Ça ne fait aucun sens. Ça prend des chaussures minimalistes, voire ultra minimalistes. Voilà, je l'ai dit, je l'ai plugué. Il y a une chose que je trouve géniale, c'est que vous avez assez de volume chirurgical de croisé pour pouvoir faire des groupes comme ça. Et ça, c'est vachement génial. On a même un problème de place dans les groupes. Ah oui? C'est super. Ça, c'est vraiment génial. Donc, ouais. Ils sont chanceux, les gens de Genève. Hein? Problème de riche. Oui, problème de riche. Est-ce que j'ai répondu? C'est ouais, bon? C'était nickel. Cool. Merci beaucoup. Bien. Alors, juste avant la pause, et puis maintenant qu'on est débarrassé des articulations subalternes, on va pouvoir parler des choses sérieuses. Allez, un petit peu sur le pied, Blaise, il fallait bien qu'on fasse un petit peu là-dessus. Et on en parle de temps en temps, mais ça me fait plaisir qu'on se pose cette question-là. Est-ce qu'on court pour se renforcer ou est-ce qu'il faut se renforcer pour courir au niveau du pied? Alors, c'est un peu une question biaisée parce que tu m'as fait le plaisir déjà dans la première édition et puis dans la deuxième édition de ton bouquin de me confier une petite page ou 2 petites pages sur le gainage du pied, donc le renforcement du pied. Les chanceux, donc, il y en a qui n'ont pas tenu, ils ne sont pas dans la deuxième édition. Hein. Mais j'ai tout à fait confiance. Hein. Tu auras ton chèque à la fin de la séance. Donc voilà, c'était le concept de gainage du pied, voilà, qui nous tient à corps. On est quelques-uns à essayer de promouvoir ça. Et puis l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on commence à avoir des bases scientifiques sur le fait qu'il faut renforcer le pied dans des conditions particulières. Et puis qu'il y a un intérêt en course à pied, certainement, pour prévenir les blessures et améliorer la performance, à avoir un pied fort. Ça, c'est le grand principe du Foot Core System, du gainage du pied, qu'on avait écrit avec le copain Patrick McKeown, qui est américain à Ithaca University, New York. La base, c'est quoi? C'est que votre pied n'est pas un élément passif. Bien sûr, vous avez des arches, vous avez des ligaments à gauche, mais vous avez surtout un système actif, les muscles intrinsèques, extrinsèques, qui vont vous aider à tenir ce système ensemble. Et puis, pour mettre tout ça en musique, eh bien,
la troisième partie, le système neuro, avec notamment le rôle de ces muscles intrinsèques du pied en tant que capteurs, active sensors en anglais, hein, les capteurs sensoriels, mais qui nous servent à sentir le sol, à prendre le sol. Et là, je suis bien d'accord avec toi, moins il y a d'interface et mieux c'est. Alors, on a déterminé une certaine, je dirais, stratégie pour renforcer le pied. Certains d'entre vous, beaucoup connaissent le short foot exercise, cet exercice qui, comme le montre la vidéo, consiste à venir griffer le sol, mais sans gripper comme ça, hein, venir simplement écraser le sol. On voit toujours les ongles, puis on essaye de ramasser le pied sur lui-même. C'est un exercice qui a dans la littérature une certaine justification. On a ensuite l'exercice du dôme, c'est-à-dire qu'on fait la même chose et puis on finit par soulever les têtes de métatarsiens. On vient ensuite placer le poids du corps vers l'avant pour mettre beaucoup de poids sur les phalanges distales. Et là, c'est un exercice qui, vous essaierez à la pause, on aura quelques cris à cause des crampes là-bas. C'est un exercice qui est très sollicitant, vous sentez que ça brûle sous le pied. Et là, on a et les intrinsèques et les extrinsèques. Et puis, si on continue un petit peu la progression, eh bien, sujet moi qui me tient à cœur et j'ai beaucoup participé à remettre au goût du jour, c'est l'électrostimulation surimposée aux exercices de renforcement musculaire et qui montre des résultats intéressants sur le pied. On peut ensuite venir rajouter ces exercices-là sur des exercices plus dynamiques comme sauter sur la pointe de pied, etc. Ça, c'est ce qu'on a appelé, je dirais, depuis une dizaine d'années, le gainage du pied, le foot core strengthening 1.0. On a fait ça, il y a eu quelques validations scientifiques, puis quand même, on a été un peu bousculé ces dernières années parce que même si on a des références intéressantes, les nôtres, mais aussi celles des autres, eh bien, on ne répond pas vraiment dans ces exercices-là aux vraies règles de la physiologie musculaire. On fait plutôt du 3x10 au lieu de faire des choses un petit peu plus calibrées force ou puissance. On n'a pas forcément la charge nécessaire pour dire qu'on va faire vraiment de la charge ou de la puissance. Et là, il y a des jeunes pousses qui sont venus nous aider, notamment Romain Tourillon, qui fait sa thèse de doctorat avec nous à l'hôpital de la Tour, et qui sont venus questionner le fait que, d'accord, quand on court, c'est une activité qu'on fait en endurance, quand on est en footing, mais est-ce qu'on ne confond pas un peu la filière énergétique de l'endurance avec la filière musculaire, le recrutement musculaire qu'on doit avoir au sol quand on a 200 millisecondes de contact? Est-ce que quand je ne suis pas juste en endurance au niveau de mon cœur et de mes poumons, je ne suis quand même pas en puissance et en force au niveau de mon pied? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas renforcer ce pied en force et en puissance? Donc, ça a été l'occasion de développer tout un tas de stratégies. Vous retrouverez ça en accès gratuit dans SportsSmith, rédigé par Romain. Et puis, vous avez tout un tas d'exercices qui sont beaucoup plus globaux, beaucoup plus chargés. Là, on a des exemples avec des sportifs, mais j'insiste, ce ne sont pas des exercices qui ne doivent s'adresser qu'aux sportifs, parce que qui sont ceux et celles qui vont le plus bénéficier de ce genre de choses? C'est justement ceux qui ont assez peu de fibres rapides, c'est ceux qui sont peu exposés à la force et à la puissance, donc c'est nos coureurs amateurs ou récréationnels. Donc vous avez là quelques exemples en vidéo de ce qu'on peut faire, en l'occurrence pour améliorer la raideur du médio-pied, hein, cette force de l'arche du pied. Et puis vous avez quelques autres exemples pour améliorer le développement de la force, vraiment du couple pied-cheville au moment où on va pousser au sol. On ne parle pas seulement là de performance, on peut aussi parler de traitement du coureur blessé, ou de prévention des blessures. On peut viser le gros orteil. Alors je vous rassure, hein, ils se tiennent au-dessus. Ils n'ont pas 100% du poids de corps sur une jambe et capable de faire ça. Hein. On a les mêmes patients que les autres collègues. Et puis voilà, on peut monitorer, etc., s'amuser ici. Ma question pour toi, Blaise, est-ce que tu utilises souvent la course à pied, et Dieu sait si on est d'accord sur ce sujet, la course comme traitement, la course comme exercice, la course pieds nus, etc., qu'on fait nous beaucoup. Moi, j'ai toujours peur que de dire à quelqu'un, tiens, tu vas marcher pieds nus, on sait que ça fonctionne pour renforcer les muscles, mais on sait aussi que c'est très plastique et que dès qu'il remet ses chaussures pendant quelques semaines, il repère ce gain. Or, on n'a pas tout le monde qui va mettre des minimalistes toute sa vie ensuite. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin, quelquefois quand même, de renforcer pour pouvoir courir? J'allais te passer le truc, mais tu n'as pas besoin. Pas besoin, ouais. Alors, peut-être que oui. On a discuté abondamment de ce sujet-là. Je suis un fervent défenseur de l'exposition graduelle. Tu veux faire quelque chose, fais-le.
graduellement, progressivement, et tu vas avoir des adaptations, autant au niveau des amplitudes, de la proprioception, de la force musculaire, de l'endurance, qui va se faire à travers l'activité fonctionnelle que tu fais. La question parfois, c'est est-ce qu'on devrait pousser un peu plus loin que notre besoin fonctionnel pour se protéger de différentes choses? Tu connais l'étude de Tadei sur la partie prévention avec la force des muscles intrinsèques du pied. Le renforcement, c'est quand même intéressant de voir que cette musculature-là pourrait, en plus un bon RCT quand même, cette musculature-là pourrait avoir des aspects préventifs, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait la pousser un peu plus loin? Moi, avec ces exercices-là, en fin de compte, qui sont super intéressants, que j'enseigne à certains de mes patients, puis je n'ai pas ton expertise encore une fois là-dessus. C'est rare que je les ai poussés comme je vois dans les vidéos, c'est des bonnes idées. La majorité de mes patients restent quand même, puis on pourrait faire un manœuvre, qui trouve ces exercices-là vraiment chiants. OK. Alors, toi, le problème que j'ai, moi, avec mes patients, en fin de compte, c'est que il y a des patients spécifiques, je leur enseigne, on les oriente, ils les maîtrisent assez rapidement, etc. Et il y en a d'autres, et je pense entre autres à mes ados que je vois qui ont des problématiques de tibial post, qui ont des problématiques de pieds hypermobiles avec des petites douleurs XY. Et je me pose la question des fois, comment je peux faire pour essayer d'intégrer par la vie de tous les jours les activités. Donc, je dis par exemple à mes patients, quand tu descends des escaliers, tu les descends très lentement pour solidifier ton genou. Quand tu montes des escaliers, tu montes toujours les marches 2 par 2 pour solidifier tes genoux. Quand tu travailles, tu essaies de travailler un peu debout, assis sur un ballon suisse pour travailler ta proprioception proximale. Et si, dans un monde idéal, tu as accès à un tapis roulant pendant que tu travailles, à 2 km à l'heure, c'est l'idéal. J'ai ça chez nous, je passe plein de temps à marcher dessus, c'est super, pendant que je suis devant mon ordi. Comment je fais pour renforcer le pied? C'est très simple. On est plus pieds nus. Et là, il y a une revue systématique qui vient de sortir que tu as vu que c'est ton expertise sur le minimalisme. On arrive à augmenter à de plus de 50% la force des muscles intrinsèques du pied en portant des chaussures qui sont moins protectrices. Donc, ma question que j'ai envie de te renverser, je fais miroir. Vous avez cette émission-là ici, là, miroir? Non? OK. On a une émission au Québec un peu bête, mais bref, on pose des questions, puis on peut faire miroir, et puis bon. Ah, d'accord. En fait, mon interrogation, c'est est-ce qu'on n'est pas faible du pied parce que justement, on a des chaussures modernes, maximalistes, protectrices, qui manquent de flexibilité et qui ne stimulent pas beaucoup notre pied? Et ce que ça fait finalement, moi je vois des gens au gym là, qui vont aller faire du squat, puis là ils travaillent leurs genoux, leur dos, leur lombaire, tout ça au maximum, ils sont en gros chaussures. Est-ce que ce n'est pas un maillon faible qui devient faible dans la population en général parce que justement on ne le stimule pas assez et que là on a peut-être besoin de rajouter quelque chose en plus? Mais moi, même si j'adore les exercices de renforcement, je pense que c'est essentiel d'éduquer nos patients à être davantage pieds nus, en chaussures peut-être plus minimalistes. Et pieds nus, il y a aussi la vie de tous les jours. Il y a le plus possible, tu sais, moi j'en ai chez nous, ce n'est pas parce qu'il fait froid au Québec, mais même dans la maison, ils ont des chaussures. Ils ne tolèrent pas d'être pieds nus. Il y en a qui se reconnaissent certainement. Donc, ça peut être complémentaire, mais je pense qu'il faut absolument passer par ce chemin-là aussi. Très mais bien. j'adore. Tu m'as donné plein d'idées là. Je vais pousser mes patients plus loin. Très bien. Sportsmith. OK. Ouais. Merci Blaise. Alors là, on est incroyablement à l'heure. À la minute près. Après mon passage. Mais exactement, on s'est adapté. On a fait la quantification du stress mécanique. Non, on s'est adapté. Il est pile l'heure. On va avoir une demi-heure de pause où vous pourrez profiter de Blaise, des autres, etc. là-bas, vous rafraîchir. On va essayer de revenir à -5 ici pour la seconde partie où là, ça va être beaucoup plus interactif. Vos questions, Boris Gojanovic sur la scène, des surprises, etc. Voilà. Merci beaucoup. La surprise, Boris.